Il y a quelques mois, j'ai été invité par Pierre-Cyril Denant sur son excellent podcast Collaboration Solved. On a revisité tous les basiques du management selon outils du manager. C'est-à-dire qu'on a parlé de la culture de la confiance, des 2 R du management, de la délégation, du coaching. On a parlé aussi du 1 à 1 efficace. On a parlé des astuces pour rester en écoute active pendant le 1 à 1. On a parlé de la manière d'établir la confiance grâce au 1 à 1. On a parlé du management par l'influence et l'autorité. On a parlé de micromanagement. On a parlé d'autonomie. On a parlé du feedback. On a parlé de la puissance de la répétition. Bref, on a revisité tous les classiques d'outils du manager. C'est donc un épisode qui va te permettre de passer tout ça en revue. Si ça te donne envie d'aller plus loin et de mettre enfin en place un management qui te permette d'avoir une bonne confiance avec tes collaborateurs tout en ayant des performances à long terme, si tu as envie d'aller plus loin, eh bien, il suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis en descriptif du podcast. Tu recevras par mail mes recommandations pour mettre en place ce genre de système de management. Mais pour l'instant, je te laisse à notre conversation avec Pierre-Cyril. Salut, bienvenue dans collaborationsoft.com, le podcast de ceux qui cherchent des tactiques concrètes pour mieux travailler ensemble. Moi, c'est Pierre-Cyril, mais tu peux m'appeler PC. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de comment un manager peut aider ses collaborateurs à atteindre des objectifs et à travailler sur les bonnes priorités en donnant du feedback constructif en one-on-one et sans passer sa vie en meeting. Je suis avec Cédric Poitine, auteur de plusieurs livres destinés aux managers débutants et confirmés, afin de garder un bon équilibre entre efficacité et humanité. Il explique comment influencer sans manipuler et bien déléguer des tâches. Cédric est également animateur du podcast Sans Bullshit, les outils du manager, avec plus de 400 épisodes pour t'aider à mieux gérer ton temps, être crédible en gérant des situations difficiles. Et surtout, rester humain, même si on pense ne pas avoir des aptitudes sociales. Salut Cédric. Salut PC, puisque maintenant je sais qu'on peut t'appeler comme ça va me faciliter la tâche. Merci beaucoup pour ton invitation, je suis ravi de discuter avec toi aujourd'hui sur des sujets qui en plus me passionnent. Ben voilà, ça me fait très plaisir. Dans notre préalable, donc on avait gardé un petit peu une situation dans laquelle tu t'étais trouvé et où tu avais dû finalement mettre en place des outils, finalement peut-être même trouver ta méthode pour essayer de gérer certaines situations difficiles. Explique-moi un petit peu le contexte de comment ça s'est passé tout ça. Mais en fait, moi je suis avant tout chef d'entreprise. C'est-à-dire que j'ai racheté ma première entreprise un petit peu avant 30 ans, j'avais 29 ans. Ce que j'ai découvert en ayant à mener des hommes, c'est que je savais pas mener des hommes parce que finalement on me l'avait jamais appris. Donc j'étais plutôt, en tout cas je me sentais plutôt à l'aise en stratégie, en chiffres, puisque mon background, c'était avant de reprendre des entreprises, j'étais dans la finance. Et donc moi, j'avais fait avant une double formation, communication et finance, mais communication extérieure, c'est-à-dire plutôt du marketing, des choses comme ça. Et en fait, quand tu te retrouves tout d'un coup à devoir gérer une entreprise ou une équipe, tu t'aperçois rapidement que t'as beau avoir l'impression d'avoir raison, ça suffit pas. Et donc, le constat très pragmatique et concret que je faisais, c'est que en début d'année, j'avais un plan de conquête du marché ou de développement d'une nouvelle activité, etc. Je le partageais avec mes collaborateurs. Je leur fixais des objectifs, parce que ça, je savais faire, puisque j'avais fait du contrôle de gestion avant. Je savais leur dire, tu vois, il faut qu'on atteigne tel chiffre d'affaires, etc. Et je savais décliner les objectifs, comme on nous apprend dans les écoles, en objectifs personnels. Et puis, à la fin de l'année, le constat que je faisais, c'est que ils n'avaient pas atteint leurs objectifs. Ils avaient passé leur temps sur d'autres choses qui étaient certes peut-être intéressantes, mais qui n'étaient pas celles dont on avait parlé au départ. Et voilà. Et ça a amené beaucoup de frustration. Et donc ça, c'est, je dirais, l'aspect. Moi, j'aime bien dire qu'il y a 2 R dans le management qu'il faut essayer d'atteindre. Quand on sait plus ce qu'on doit faire en management, moi je dis, rappelle-toi des 2 R. Le premier R, c'est les résultats. Tu es un manager, tu dois obtenir des résultats. Si tu n'obtiens pas de résultats, tu es pas un bon manager. Et ça suffit pas, mais déjà, il y a ce truc-là. Si tu n'obtiens pas de résultats, ça va pas durer longtemps. Et le deuxième R, c'est ce que j'appelle la rétention, c'est-à-dire que les gens de ton équipe restent chez toi, qu'ils soient heureux chez toi. On pourrait aussi dire l'attraction, la loyauté, mais ça ferait pas les 2 R du management. Mais tu vois, tout cet aspect qui est un petit peu moins évaluable par des chiffres, un petit peu moins décrit par des chiffres.
sauf peut-être le turnover, c'est-à-dire le taux de départ dans ton entreprise. Tu vois, tu peux trouver des chiffres. Mais en général, ce truc-là, on s'en rend compte un peu plus à travers les discussions qu'on a et les émotions qu'on peut avoir, les impressions qu'on peut avoir. Et ça aussi, en fin d'année, je constatais que c'était bizarre. J'avais l'impression qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde. Il y avait des rumeurs dans l'entreprise. Quand on me disait bonjour, je sentais bien qu'on avait envie de me dire des trucs, mais qu'on me les disait pas. Tu vois, tous ces petits trucs que tu détectes, dont on ne parle pas forcément à l'entretien d'évaluation, mais ils sont présents dans la pièce quand même, mais personne n'en parle. Donc, mon constat, au bout de, peut-être d'un an ou deux, c'était que ça marchait pas en fait finalement. C'est-à-dire que j'avais beau faire des beaux tableaux, des présentations super convaincantes selon mes critères, parce que rationnel et parce que c'est sûr, c'est ça qu'il faut faire. Et à la fin de l'année, on n'y était pas. Et en plus, il y avait des non-dits, il y avait des trucs qui marchaient pas bien, il y avait des conflits. J'avais l'impression que j'étais pas au courant de ce qui se passait entre les gens alors que j'aurais dû l'être, etc., etc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à lire des bouquins, tout ça, mais le truc qui m'a un petit peu fait un déclic, c'est un podcast américain qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle Manager Tools, qui a été créé par 2 consultants à la base. Et c'est vraiment le truc qui m'a débloqué. C'est vraiment le truc où je me suis dit, ok, je comprends ce que je dois faire. Petit 1, c'est comme ça. Petit 2, c'est comme ça. Petit 3, c'est comme ça. Je l'ai appliqué, je l'ai un petit peu mis à ma manière parce qu'il y avait des différences culturelles. Enfin, il y avait des petites choses qu'il fallait faire évoluer probablement. Et ça a tellement bien marché que je me suis dit, mais bon sang, il faut qu'on ait ça aussi en France, quoi. Il faut aussi qu'on puisse diffuser le truc. Et donc, j'en ai parlé à ces 2 consultants que j'étais allé voir aussi en formation, qui m'avaient formé, etc. Et je leur ai dit, en France, pourquoi vous faites pas le truc français ? Et ils m'ont dit, vas-y, fais-le. Et du coup, je dis, moi, je suis chef d'entreprise, j'ai d'autres trucs. Puis après, je me suis dit, mais non, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et donc, c'est à travers cette expérience réelle vécue sur le terrain et puis la mise en application au départ de ce que me proposaient ces 2 Américains et puis finalement des choses que j'ai ajoutées, etc., que j'ai construit tout un système de management simple, qui fonctionne et qui est un peu, comme je te le disais, avec un petit 1, un petit 2, un petit 3, des trucs à mettre en place, très simples, qui vont changer le quotidien, etc. Parce que, en général, quand tu as été formé au management dans une école, tu comprends bien les grandes théories, les grands plans, les machins, mais après, quand tu te retrouves devant ton équipe, bizarrement, ça fonctionne pas. Parce que c'est trop théorique. Ça marche dans ta tête, mais après, sur le terrain, ça fonctionne pas. Donc voilà, je te donne un contexte très général. Très concrètement, les résultats que j'ai eus, ça a été d'abord que, effectivement, quand je faisais mes évaluations de fin d'année, j'avais plus de divergence quasiment entre ce qu'on s'était dit au début de l'année et ce qu'on regardait à la fin. Ça veut pas dire qu'on obtenait toujours nos résultats, parce que un résultat, c'est quelque chose qu'on désire atteindre, mais en tout cas, ce qui était, et qu'on n'atteint pas toujours d'ailleurs, on pourra en parler si tu veux, mais en tout cas, on restait sur la même longueur d'onde, et les actions qui étaient entreprises par les personnes, elles étaient focus sur les actions qu'on avait décidé qu'on ferait en début d'année. Donc ça, c'est le premier truc important où moi je me suis dit, ça y est, ça marche, parce que oui, effectivement, on arrête de diverger, de changer de sujet, de faire autre chose, etc. Après, je me suis rendu compte que je passais beaucoup moins de temps à manager, c'est-à-dire qu'avant, j'étais un peu tout le temps en train d'essayer de faire du management, mais de manière diffuse. Et là, j'avais un moyen désormais de faire du management de manière concentrée. Et donc, ça me prenait 10% de mon temps, c'est-à-dire que si tu travailles 40 heures, ton management par semaine, il doit te prendre 4 heures à peu près, pas plus. S'il prend plus, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Il n'y avait plus de rumeurs dans l'entreprise, et surtout, vachement important, il y avait ce sentiment de confiance entre les personnes qui travaillaient pour moi et moi. Je dis pas qu'on s'adorait tous et qu'on allait boire des bières tout le temps, tous ensemble, etc. Mais il y avait cette espèce de confiance professionnelle qui s'était installée entre nous. Et puis, évidemment, ça a permis aussi d'aller plus vite, de lancer des nouveaux projets, de racheter de nouvelles entreprises, toujours en faisant plus confiance, parce qu'on avait installé entre nous une culture de confiance.
et de performance. Et une fois que tu as réussi ça, alors là, je suis déjà à la fin, mais une fois que tu as réussi à mettre en place la confiance et la performance à travers une culture d'entreprise ou d'équipe, d'ailleurs, bah, tu as gagné en tant que manager. Parce que tu as beaucoup moins besoin d'intervenir. Et le but d'un manager, c'est d'avoir un système qui lui permette d'intervenir sur ses collaborateurs le moins possible pour les laisser performer en toute tranquillité. Donc là, ce que je comprends, c'est que avec cette rencontre et avec ces apprentissages que tu as fait, ces expérimentations que tu as fait, tu as réussi à développer ce système qui te permet d'avoir les deux R. Je sais pas si c'est un spectre ou si c'est genre deux choses finies, mais en tout cas, d'aligner les deux R, les résultats et la rétention. Tu parlais d'un système 1, 2, 3. Il va falloir que tu m'en dises un petit peu plus. C'est quoi les 1, 2, 3? Puis peut-être qu'on va aller zoomer sur un point spécifique. Ok. Alors juste un mot sur les deux R. Effectivement, pour moi, c'est les deux nord du management. C'est-à-dire que je disais, si tout d'un coup tu sais plus ce que tu dois faire, dis-toi, mais est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui nourrit un R, l'autre, ou les deux en même temps, ce qui est en fait l'idéal. Et d'ailleurs, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, mon sentiment, en tout cas en France, moi mes sociétés sont en France et j'ai beaucoup de collaborateurs, de gens que je forme qui sont français. Et je pense que le deuxième R est devenu plus important que le premier R. C'est-à-dire qu'avant, on était beaucoup sur les résultats, la pression, et puis bon, il faut quand même pas y aller trop fort parce qu'on va perdre des collaborateurs en route. Aujourd'hui, le sujet c'est presque inversé, c'est-à-dire faut que les collaborateurs soient bien, parce que s'ils sont pas bien, de toute façon, on n'aura pas l'autre R. Tu vois, il y a une petite inversion qui s'est faite ces dernières années, qui a d'ailleurs fait que j'ai fait un peu évoluer mes outils. Mais en tout cas, pour vraiment rentrer dans le sujet, pour moi, il y a 4 grandes étapes dans la mise en place d'un système de management. La première étape, et moi j'aime bien avoir une approche bottom-up, qui est souvent l'inverse de ce qu'on fait. En général, on dit, ouais, dans mon entreprise, je veux tout déléguer. Et du coup, on se met à donner plein de choses à faire à nos collaborateurs et à nous être de moins en moins précis sur ce qu'on veut, en se disant, bah oui, il faut que j'apprenne à plus être dans tout et l'expert de l'équipe, etc. Le problème, c'est que si tu commences par ça va pas marcher parce que tu n'auras pas mis en place les fondations. Donc, ce que je te propose, c'est de voir ton système de management comme une maison, comme une fusée, si tu es plus dynamique, mais on va dire une maison. Tu mets la première fondation, c'est là-dessus que tu vas poser la maison. Tu vas pas commencer par le toit. On sait que ce à quoi tu veux arriver, c'est une culture d'équipe ou d'entreprise où les gens sont autonomes, où ils vont performer sans que tu aies presque rien à faire, pour exagérer un peu l'image, mais voilà, tu auras de moins en moins besoin d'être là dans leur quotidien. Tu seras plus là que pour les réflexions, les inflexions, le coaching, l'évaluation. Mais tu peux pas démarrer par ça. Donc tu commences par ta fondation. La fondation d'un management qui marche, c'est la confiance. Ensuite, l'étage du dessus, c'est l'autonomie. Et ensuite, l'étage du dessus, ça va être la culture. Et ça correspond à des outils que tu vas garder. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu passes au niveau du dessus que tu vas oublier ta fondation. Donc, le premier outil, un outil fondamental pour moi, qui maintenant est connu, mais qui n'était pas très connu quand j'ai commencé à faire mes podcasts en 2009, c'est le one-to-one. Le 1 à 1, le one-on-one, peu importe comment tu appelles ça, c'est le premier truc. C'est un rendez-vous et je vais rentrer dans le détail de l'outil après si tu veux, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le fondement de ta relation managériale. C'est le moment intense où tu fais du management. Si tu veux compter combien d'heures tu as passé en management, en vrai management, tu vas compter les heures que tu as passées en 1 à 1. C'est le squelette. Et même quand tout d'un coup c'est le rush et que l'entreprise a des difficultés et qu'on n'a pas le temps et qu'on est en 1, faut garder le 1 à 1. Donc premier truc que tu vas mettre en place, c'est le 1 à 1. Et ce 1 à 1, il va évoluer en fait. Il va pas être pareil avec quelqu'un que tu rencontres pour la première fois, évidemment. C'est comme une relation avec un ami ou une relation amoureuse. C'est pas pareil la première fois qu'on se rencontre. C'est pas pareil quand on est marié depuis 20 ans. Mais on garde quand même cette base. Donc le 1 à 1. Ensuite, l'étage du dessus, une fois que ton 1 à 1 il est bien en place, puis qu'il est passé par les phases par lesquelles il devait passer, tu vas pouvoir commencer à faire du feedback. C'est un outil fondamental, le feedback, qui te permet de dire à tes collaborateurs
ce qu'ils ont fait qui correspond à ce que tu voulais ou ce qu'ils ont fait qui correspond pas, selon toi, à ce que tu voulais. On pourra revenir là-dessus parce que le feedback, c'est pareil, il va évoluer. Il va devenir différent au fur et à mesure de l'évolution de ce truc-là. Donc, 1 à 1, feedback, et ensuite, tu vas pouvoir commencer à développer l'autonomie de tes collaborateurs davantage. Pourquoi ? Tu auras établi la confiance, tu auras commencé à dire ce que tu voulais, donc tu pourras là rendre ton collaborateur plus autonome. L'erreur, ce serait de dire sois autonome sans avoir de confiance, donc il n'aura pas confiance, il n'osera pas être autonome, puis toi, tu n'auras pas confiance en lui, tu auras toujours envie de vérifier ce qu'il fait. Et puis même, il n'aura pas confiance en lui. Pourquoi ? Parce que pour être autonome, il faut connaître le champ de notre autonomie. Si tu mets pas de champ, c'est contre-intuitif ce que je veux dire, mais si tu mets pas de champ, il n'y aura pas d'autonomie. Parce que... Le fameux carré de sable de... C'est quoi ton périmètre d'autonomie dans Exactement. Le projet, dans notre relation, dans Exactement. Ton travail, etc. Voilà. Sinon, c'est un électron libre. Et en fait, ça revient à pas faire de management, finalement. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, non, mais moi, je fais confiance, j'ai confiance dans la nature humaine, je laisse les gens. Non, tu viens de démissionner de ton poste de manager. On me dit, ouais, mais j'ai peur d'être un micro-manager. Je dis, non, un micro-manager, c'est pas ça. Un micro-manager, c'est quelqu'un qui est toute la journée en management diffus, c'est-à-dire en permanence, avec ses collaborateurs, en train de vérifier ce qu'ils font, en train de vérifier leurs erreurs, travail, en train de leur demander des reportings qui leur prennent plus de temps que le travail qu'ils ont à faire, etc. Ça, c'est du micromanagement. Mais il faut pas confondre. Et puis donc, une fois que tu as commencé à développer cette autonomie, tu vas pouvoir passer à la délégation. C'est une forme supérieure d'autonomie. C'est le moment où tu commences à confier tes propres missions à tes collaborateurs. Et une fois que tu auras fait ça, tu auras une culture d'équipe suffisamment construite pour passer à un mode coach avec tes collaborateurs. Le coaching, ça veut dire que on n'est plus dans « je te dis ce que tu as à faire, je t'explique comment tu dois le faire, etc. » On est dans un développement de la personne qui contribue à cette personne et à l'entreprise en même temps. Et là, on est dans un mode de relation où il y a vraiment du R des deux côtés. C'est-à-dire que la personne, elle va être suffisamment bien pour pouvoir performer. Et elle n'aura pas envie de partir parce que son travail sera devenu ce qui l'intéresse le plus dans sa vie dans l'entreprise. Et du coup, tu auras moins besoin de mettre en place du management à la pression, des incentives, qui sont en fait que des proxys quand on n'aime pas son travail. En général, ce qui doit motiver les gens, pour ça, moi, j'aime pas trop parler d'outils de motivation, parce que pour moi, la meilleure motivation, c'est la motivation intrinsèque. Et en fait, je pense qu'un être humain, il est motivé quand il se sent considéré comme un individu singulier, c'est-à-dire pas comme les autres, et qui est utile aux autres. En général, quand on a développé notre singularité et qu'on peut en même temps se sentir bien intégré dans la société, dans notre entreprise, etc., on est heureux. Et on n'a pas tellement de raisons de quitter l'endroit où on est heureux. Ouais. Voilà la théorie. C'est théorique ce que je te dis, mais il faut toujours rattacher la théorie. Il faut savoir pourquoi on fait les choses. Exact. Donc là, t'as les briques que tu assembles pour avoir ta maison. Le fondamental, je pense que c'est ça qu'on va aller explorer, puisque de toute manière, ça sert à rien d'aller explorer le toit de la maison si on regarde pas en dessous. La confiance, ça me fait penser aussi un petit peu à la pyramide des dysfonctions d'une équipe, où la confiance est le socle finalement de ça. C'est le premier élément qu'il faut aller attaquer pour être sûr que ton équipe est performante, efficace, résiliente, etc. Donc là, tu parles pour créer cette fondation solide qui va te permettre d'aller élever finalement ton niveau de management. On doit mettre en place le one-on-one et ensuite un feedback constructif. Donc, c'est quoi le one-on-one 101, donc le basique de basique du one-on-one que toi, tu as appris à pratiquer? Le 1 à 1, moi j'appelle ça le 1 à 1, mais on peut dire le one-on-one, c'est un entretien hebdomadaire, ça veut dire toutes les semaines, avec chacun de tes collaborateurs. Ça veut dire tous tes N-1, les gens qui sont directement en dessous de toi, pas les N-2, pas les N+, pas les équivalents, mais uniquement ceux qui sont hiérarchiquement attachés à toi, qui va durer une demi-heure. Autrement dit, si tu as 8 collaborateurs, ce qui est beaucoup, ce qui est trop selon moi, en direct, eh bien tu vas passer 4 heures pendant ta semaine en 1 à 1. C'est pour ça que je dis que
Globalement, ton management ne doit pas te prendre plus que 10% de ton temps, parce que je dis qu'en général, une équipe qui marche bien, c'est une équipe où tu as maximum 5 personnes en direct. Ça veut pas dire que tu peux pas... Moi, aujourd'hui, je gère 50 personnes, mais en réalité, j'en ai que 3 en direct, tu vois. Et d'ailleurs, au fur et à mesure que j'ai développé mes autonomies, mes délégations, j'en suis arrivé à un moment où j'ai plus que 3 personnes à m'occuper, parce que je sais qu'en dessous, tout ça, ça fonctionne. Mais tu vois, le principe, c'est ça. 1 à 1, c'est une demi-heure, une fois par semaine, chacun de tes collaborateurs. C'est ça la base. Et j'ajouterais à ça, juste pour être sûr qu'on comprenne bien, c'est 1 à 1. Oui. Parce que j'ai déjà vu des 1 à 1 où on est 3-4. Donc, non, ça, c'est des 1 à 1, une personne, voilà. Une personne. Le cadre, c'est une fois par semaine et on limite à 30 minutes. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire aussi qu'il faut être focus sur la discussion, sur les choses que tu veux amener dans la discussion. Il y a sûrement, j'imagine, une part de liberté. C'est peut-être pas super cadré, genre robotique, etc. Mais c'est 30 minutes. Donc, moi, j'aime bien super cadré au début. Okay. Donc, je vais super cadrer. Je vais te dire que le 1 à 1 idéal, qui n'arrive jamais en vrai, mais on va quand même se dire ça, puis après j'expliquerai pourquoi ça arrive jamais, et pourquoi il faut pas finalement que ça arrive, toujours. C'est 10 minutes, c'est de le découper en tranches de 10 minutes. Première 10 minutes, moi c'est comme ça qu'on m'a appris. Première 10 minutes, ton collaborateur parle, il parle, toi tu parles pas, toi t'écoutes. Deuxième 10 minutes, tu parles, il t'écoute. On échange, mais c'est toi qui mènes la discussion des deuxièmes 10 minutes. Et les troisièmes 10 minutes, on va le dire que c'est à géométrie variable, on parle de l'avenir, et d'ailleurs, c'est là que tu feras les feedbacks quand tu auras mis en place les feedbacks. Pourquoi on commence par laisser parler notre collaborateur? Parce que le 1 à 1, c'est son entretien avec toi. Pourquoi? C'est son moment. C'est son moment. Et c'est là où tu lui amènes une première preuve de confiance. D'ailleurs, la première preuve de confiance, elle est antérieure à ça. C'est que tout d'un coup, au lieu de lui dire, quand il vient te voir avec un problème, bon écoute, j'ai 10 minutes cet après-midi où on se voit au café, tu me parles de ton problème, etc. Ce qui est pas une bonne manière de manager, parce que t'es interrompu, parce que lui il se sent pas considéré, parce que pour un qui vient te voir parce qu'il a un problème, t'en as 3 qui viennent pas te voir et qui parlent entre eux, et c'est blabla, c'est toute la même mauvaise manière de manager. Ce que tu vas lui dire à la place de ça, c'est écoute, durant toute notre relation professionnelle, tous les deux, on va se parler une demi-heure, en tête à tête, toutes les semaines. Autrement dit, parce qu'en fait, finalement, qu'est-ce qui génère la confiance entre deux êtres humains? Qu'est-ce qui fait que finalement, quelqu'un va te faire confiance? En fait, ça va être le temps que tu vas passer avec cette personne. En fait, si tu donnes du temps à quelqu'un, tu lui donnes ta plus grande richesse, surtout en entreprise. Mais dans la vie en général, la seule richesse qu'on ait vraiment de manière équivalente, qu'on soit pauvre, riche, qu'on soit dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle fonction, c'est notre temps. Si je te donne 5 minutes, je te donne 5 minutes. Je les récupérerai jamais, ces 5 minutes. Alors que si je te donne $500, finalement, ça dépend de si je suis riche, pas riche, etc. Puis peut-être ça veut pas dire grand-chose pour toi, etc. Non, le temps, par contre, quand je te le donne, je peux pas le récupérer. Et donc, c'est comme ça qu'on fait naître la confiance entre un collaborateur et nous. Et c'est ça qui va nous permettre de lui demander de faire des choses pour nous. Parce que moi, j'aime bien voir la confiance comme un compte en banque. Tu peux pas trop travailler à découvert. C'est-à-dire que quand tu demandes à ton collaborateur de faire des choses, tu creuses ton découvert. C'est-à-dire que tu es en dessous du niveau normal et t'es en train de creuser. Tu es en train de créer une dette. Alors que si tu lui donnes du temps, en fait, à chaque fois que tu lui donnes du temps, c'est comme si tu as provisionné ce compte en banque de la confiance. Et il faut t'efforcer de jamais être en dette par rapport à ça. C'est-à-dire que lui va accepter de se défoncer pour l'entreprise que tu représentes, parce que tu représentes l'entreprise, s'il sent que l'entreprise... Alors, c'est pas proportionnel, il va pas te donner une demi-heure parce que tu as passé une demi-heure avec lui, mais tu vois ce que je veux dire. C'est un peu une manière intéressante, je trouve, de voir les choses. Et en plus, tu vas lui donner un temps qui est spécial, parce que c'est du face à face. Effectivement, tu as raison de le préciser, en 1 à 1, il y a personne autour. C'est la forme de communication la plus forte qu'on puisse avoir entre deux personnes et qui de nos jours se perd beaucoup.
Aujourd'hui, on a beaucoup d'interrupteurs, on passe de moins en moins de temps en vrai ou en visio, hein, au téléphone, avec des gens. On est souvent avec plein de gens en même temps, sur des réseaux, des machins, etc. Donc, premier point fort de ce temps que tu lui donnes, c'est qu'il est concentré et tu vas pouvoir en faire une personne singulière puisque tu vas lui parler à lui et à lui en particulier. Tu vas même lui donner la parole en premier. Mais en plus, tu lui donnes du temps à l'avance. Parce que quand tu dis à quelqu'un on se verra toutes les semaines, c'est beaucoup plus puissant que quand tu lui dis oui, on va se voir demain. Non, là tu lui dis on va se voir tous les vendredis à 9h. Et tous les vendredis à 9h, donc tu t'engages. Et donc tout ça, c'est des preuves de confiance pour démarrer sur un bon pied de confiance. Ensuite, pourquoi tu le fais parler en premier ? À nouveau, parce que tu lui fais confiance. C'est quand même lui, a priori, ou elle, qui sait ce dont elle a besoin de parler. Donc, il ou elle va parler. Et pour toi, c'est extraordinaire parce que il va te dire des choses que tu ne sais pas. Le risque, quand c'est toi qui amène les sujets et qui prend le contrôle de la conversation, c'est qu'en fait, la conversation, elle ne soit focus que sur ce que toi, tu penses savoir. Alors que quand tu laisses la personne parler, de toute façon, c'est une technique de négociation de base, hein, quand tu vas chez un client, tu le laisses parler, tu lui demandes, tu fais juste des questions pour relancer ses problèmes. Puis après, du coup, tu seras beaucoup plus impactant dans ta manière de le convaincre. Finalement, c'est du bon sens. C'est-à-dire que toi, ce qui t'intéresse en tant que dirigeant, en tant que chef d'une équipe, en tant que chef de projet, c'est de savoir ce qui se passe en vrai dans ton équipe. Et en fait, ce qui se passe en vrai, tu ne le sais pas si on ne te le dit pas. Et si tu poses des questions, tu vas prédéterminer ce qu'on va te dire. Donc, le fait de pas parler en premier, ça permet à la fois de générer de la confiance de la personne et à la fois pour toi d'entendre des choses que tu n'aurais jamais entendues si tu avais préparé ton entretien avec des questions et si tu avais pris le pouvoir de cet entretien. Donc la première règle hyper importante et qui balaye aussi d'ailleurs mes 10 minutes, c'est l'entretien de ton collaborateur. S'il doit parler et qu'il a besoin de parler une demi-heure, tu l'écoutes pendant une demi-heure. Donc en fait, tu vois, je t'ai fait l'entretien idéal, mais vite derrière, je te donne une autre règle qui est la première partie a priorité sur la deuxième partie qui a priorité sur la troisième partie. Après, on met une limite. La limite, c'est une demi-heure. Pourquoi on met une limite d'une demi-heure ? Parce que on veut quand même garder le contrôle de notre temps. On veut que l'entretien reste intense, c'est-à-dire que c'est un moment c'est un moment privilégié. Donc, s'il n'a pas de limite, c'est moins précieux que quelque chose qui a une limite. Et puis, tout fait sens. C'est-à-dire que si tu dis, tiens, moi, je vais commencer à faire des 1-1, mais je vais les faire tous les mois. Une demi-heure par mois, ça ne fonctionne pas. En général, les gens qui font ça, ils se retrouvent à discuter pendant 1 heure. Puis il suffit qu'il y ait un événement, et puis le 1-1 saute, et puis du coup, c'est un tous les 2 mois, ça n'a plus aucune valeur. C'est pour ça que chaque truc est important. 1 fois par semaine, une demi-heure, en face à face. Puis j'imagine que tu es en pratiquant réellement ce one-on-one régulier de manière hebdomadaire. Donc, c'est-à-dire qu'il est suffisamment régulier pour toi en tant que donnant ton temps à la personne et tu t'améliores dans cette pratique-là. Absolument. Mais aussi, la personne, elle a comme un exemple hebdomadaire de comment est-ce que elle pourrait faire ses one-on-one avec ses N+2. Absolument. C'est comme on pourrait l'utiliser comme une espèce de coaching par l'exemple déguisé. Si c'est fait 1 fois par mois, tu as moins de répétitions pour voir à l'œuvre quelqu'un. Et d'ailleurs, tu vas progresser vite parce qu'en fait, on va dire plutôt 4 collaborateurs, tu vas faire 4 1-1 la première semaine, 4 1-1 la deuxième semaine. Au bout de 4 semaines, tu en auras déjà fait 16. Tu vas devenir très vite, très très bon en 1. Tu vas apprendre à moins parler. Alors après, ça dépend de ton tempérament, mais moi, par exemple, j'ai plutôt tendance à vouloir prendre le contrôle de ce que je fais. C'est mon tempérament. Et j'ai dû apprendre à écouter. Et à la fin du 1-1, à chaque fois, je me disais, mais t'as trop parlé. Pourquoi t'as parlé Voilà. Donc première partie. Faut se pincer. Moi, se rappeler. Alors j'ai des tips pour ça. Moi, le premier tip, c'est de prendre des notes. C'est-à-dire que pendant 1-1, il faut prendre des notes, pas sur un ordinateur, ou le moins possible, ou alors il faut vraiment couper tous les interrupteurs. Mais l'idéal, c'est de faire ça sur un papier. Ça a plein d'intérêts, hein. Ça permet d'avoir un historique, puis à la fin, l'évaluation, tu peux reprendre toutes tes notes de 1-1 de l'année. Du coup, tu vas très très vite à faire une évaluation quand tu fais des 1-1.
Mais surtout, pour moi, ça me sert à pas parler, à pas couper la parole à la personne, parce que quand tu écris, c'est dur de parler en même temps. Et aussi parce que du coup, tu baisses la tête et il y a des personnes qui sont pas à l'aise quand tu les regardes dans les yeux, quand on est en face à face, surtout avec son chef. Et du coup, elles vont plus parler que si tu as la tête baissée que si tu les regardes dans les yeux. Et puis, une autre technique que je trouve pas mal, c'est la technique de la respiration. Ça veut dire que je vais pas prendre la parole si j'ai pas le temps de respirer après que la personne ait fini de parler. Il y a des gens, en fait, ils te parlent, puis tu crois que c'est fini, alors tu parles tout de suite derrière. Et puis hop, ils allaient reprendre et en fait, tu leur as coupé la parole sans t'en rendre compte. Voilà, c'est des petites techniques comme ça. Après, la deuxième partie, celle qui est réservée aux managers, c'est tous les sujets dont tu as évité de lui parler pendant la semaine parce que tu voulais pas l'interrompre. Deuxième gros avantage du 1-1, c'est pour ça que je dis qu'il y a un gain de temps, mais pas seulement pour toi, pour ton collaborateur aussi, c'est que tu vas beaucoup moins l'embêter. Parce qu'à chaque fois que tu vas tendre la main vers ton téléphone pour l'appeler, tu vas dire « Mais non, je l'ai vendredi en 1-1, ça sert à rien que je l'interrompe. » À chaque fois que tu vas diriger tes doigts vers ton clavier en disant « Ouais, je vais lui demander... » Mais non, je vais lui en parler en 1-1. Avec les messages, maintenant, on s'envoie un texto, un message sur Zoom, sur Teams, on en reçoit 50. Voilà. Interrompu 50 moi, fois. En fait, je fais pas ça parce que j'ai mis 1-1. Donc, j'ai des post-it. Et puis, je vais écrire sur le post-it, et puis je vais le coller dans mon petit formulaire de 1-1. Puis quand j'aurai la personne, une fois qu'elle aura fini de parler, je vais prendre mes post-it. Si elle n'a pas évoqué, souvent elle évoque les sujets avant que j'ai besoin d'en parler, mais du coup, je peux lui parler. Donc, en fait, le 1-1, c'est même un entretien qui ne se prépare pas. Et puis, la dernière partie, c'est pour mes feedbacks. Ça, je te propose qu'on en parle après, des feedbacks. Je vais finir sur les 1-1. L'autre chose qui est importante dans un 1-1, c'est que faut bien comprendre que ça va pas être tout de suite fantastique. Tu l'as dit, faut une pratique. Une fois qu'on a appris à écouter, à poser les bonnes questions, c'est super. Mais au début, c'est bizarre. Déjà, la personne, tu vas la convoquer dans ton bureau. Elle va se dire, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors, rien. En fait, t'as rien fait de mal, c'est juste, je mets ça en place. Mais au début, tu peux avoir des personnes qui ont des drôles de réactions, qui sont tétanisées ou qui se mettent à te sortir tous les problèmes de la terre, etc. Et c'est pas grave, c'est normal. C'est comme si tu ouvrais une vanne qui est fermée depuis longtemps. Enfin, quelquefois, l'eau, elle a pas l'habitude de passer à cet endroit-là, donc elle va mettre du temps à passer. Ou quelquefois, elle est tellement sous pression qu'elle va péter quand tu vas ouvrir le truc. Donc c'est pas grave. Parce que quand tu rates un 1-1, et tu vas en rater au début, d'ailleurs on peut pas vraiment rater un 1-1, mais oui, tu peux le faire d'une mauvaise manière, c'est pas grave, il y en a un la semaine prochaine, il y en aura la semaine suivante. On parle pas de rater le rendez-vous, on parle de rater, c'est-à-dire je suis pas disponible, ça faut pas le faire, j'imagine, parce que tu donnes du temps, mais rater le fait que tu as raté ta pratique du voilà. C'est ça. C'est ça? T'as pas fait le truc by the book, on va dire. C'est pas grave. Tu peux te rattraper la semaine suivante, puis la suivante, etc. Donc, faut être assez cool par rapport à ça. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un 1-1, c'est évolutif. C'est-à-dire que moi, je viens d'intégrer, par exemple, un nouveau directeur financier dans mon entreprise. J'ai pas du tout le même genre de 1-1 avec lui que je ne connais pas bien qu'avec mon directeur que je connais depuis... on va se faire un peu mal, depuis 21 ans, tu vois. C'est pas du tout... Mais c'est pas grave. Donc en fait, ce qui va se passer, le premier 1-1, ça va être un 1-1, les premiers 1-1, ça va être des 1-1 de connexion. C'est quoi un 1-1 de connexion? C'est un 1-1 où on apprend à se connaître, donc on échange, ça peut être professionnel, ça peut être autre chose, c'est pas grave, on échange, on prend la mesure de l'autre, etc. Et puis, petit à petit, on va commencer évidemment à parler avec la personne de ses missions, de ce qu'elle est plutôt censée faire, etc. Mais d'une manière assez floue finalement au début. Et puis à un moment, on va sentir que la confiance est là. C'est-à-dire que déjà, on sera plus détendus tous les deux, et puis la personne arrivera et tu verras que ça lui fait plaisir de te voir, alors qu'au début, pas forcément, il était peut-être pas là le plaisir. Et puis là, petit à petit, tu vas pouvoir commencer à introduire le deuxième outil, qui est le feedback. Mais tu vois, il va se passer 1 mois de 1-1, peut-être 2, avant que tu commences à faire un premier feedback plutôt positif, puis un deuxième, puis un troisième, et puis après tu pourras peut-être introduire les feedbacks d'ajustement ou négatifs. Et là, ça y est,
tu seras dans une relation qui est plus statique, qui est pas simplement on se fait confiance, tout va bien. Tu seras dans un truc, on se fait confiance et on avance ensemble. On modifie des choses dans notre manière de faire, etc. Ça, c'est vraiment l'idéal quand tu mets en place ton système de management. J'essaie de récap les étapes qu'on a vues jusqu'ici. On parle du socle de confiance, comment est-ce qu'on établit ça dans la pratique du 1 à 1, du one-on-one, donc la discussion avec juste 2 collaborateurs, c'est la personne qui est sous ta responsabilité. On essaye de cadrer ça dans quelque chose qu'on veut absolument de régulier, d'hebdomadaire, idéalement, contraint dans le temps à une petite fenêtre, disons une demi-heure, à la fois pour pouvoir gérer son propre temps, mais aussi pour la personne, qu'elle puisse savoir qu'elle a ce temps régulier-là, que c'est pas un peu flou, etc. Ça définit un cadre. Comme tu disais, c'est important d'avoir ce cadre-là. Puis là-dedans, on peut aller s'organiser une espèce de petite structure, qu'on veut assez malléable, mais on veut toujours commencer par la personne qu'on rencontre. C'est elle le centre d'attention, donc c'est elle qui ouvre la discussion avec les choses qui la tracassent, les choses sur lesquelles elle travaille. Finalement, on laisse ouvrir la vanne, comme tu dis, des choses qui sont en cours de son côté, en écoute active de cette personne. Donc, tu as cité quelques tuyaux pour pouvoir rester en écoute active. Deuxième partie, où là, on va être plus actif dans le one-on-one. On va aller amener les sujets du moment qu'on a gardés pour éviter de perturber le quotidien de la personne ou de l'interrompre. Ces sujets-là, donc, c'est quelque chose qu'on peut préparer de manière très, très simple. On n'a pas nécessairement à préparer un A4, une page entière de points. Au contraire, c'est quoi, 3 points maximum? On a 30 minutes, en général, d'ailleurs, ce que je conseille, c'est que ce soit des questions, surtout au début, où on s'intéresse à la personne. Tu vois, on n'est pas encore en train de contrôler ce qu'elle fait. On est en train de se poser des questions. Ça va, ça se passe bien, je sais pas, le projet machin, tu vois quelque chose. Au début, faut pas essayer d'être tout de suite dans la performance, parce que ça tue la confiance. Et donc, on reste, on veut établir cette connexion. On a les 2 R, on essaie d'aller souvent le plus possible dans la rétention pour avoir les résultats, ce qui fait que à partir d'un certain moment, on peut se permettre d'aller introduire de la rétroaction, donc du feedback qui soit positif, négatif. On va sûrement commencer par le positif, puis ça peut remplir les dernières minutes où on ferme finalement la discussion avec ça. Puis tu me disais que tu avais donc développé une petite mécanique pour le feedback. Ça donne quoi à peu près pour toi? Alors juste un truc pour finir avec le 1 à 1, enfin finir avec les aspects pratiques du 1 à 1. Si vous avez du mal à tenir le délai, parce que voilà, vous avez un collaborateur qui est trop bavard, ou c'est vous qui avez du mal à tenir le délai, ce que je vous conseille vraiment, un truc qui marche bien, c'est de mettre un bip, soit un minuteur de cuisine ou bien un téléphone, mais en mode avion, mais avec quand même l'alarme. Et comme ça, vous dites, je veux absolument que ça dure une demi-heure, on se reverra s'il y a d'autres choses à dire, etc. Mais voilà, il faut vraiment le poser au début. Et c'est idéal que ce soit quelque chose d'autre qui interrompe la conversation plutôt que toi qui interromps ton collaborateur en plein milieu, etc. Au moins quand ça sonne, il faut qu'on ferme et puis on parlera de ça après, etc. Juste un conseil en passant. Une fois que tu as mis en place la confiance, c'est-à-dire qu'une fois que le 1 à 1 est établi, en fait, tu as créé un canal de communication qui est hyper intéressant. Donc la question, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ce canal? Évidemment, tu vas l'utiliser pour continuer à alimenter cette confiance, puis la faire encore monter d'un cran. Mais tu vas l'utiliser aussi pour influencer les comportements de ton collaborateur. Je rappelle qu'un manager, son objectif, c'est de générer de la performance, le premier du management, en influençant ses collaborateurs. Il y a 2 manières qui fonctionnent très mal. La première, c'est l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire de lui dire, écoute, tu le fais parce que je suis ton chef et que si tu le fais pas, je vais te virer. Tu vois, c'est pas un bon mode de management, ça. En général, tu obtiens de très mauvais résultats, les plus bas possibles. Ton collaborateur, il dit, OK, lui, je vais lui donner le plus bas possible et je vais le moins possible, parce que cette confiance n'existe pas, il est que dans le rapport de force, et en plus, un rapport de force qui est pas justifié, puisque finalement, il a du pouvoir sur moi juste parce qu'il est au-dessus de moi dans l'organigramme, alors que je suis un meilleur expert que lui, je vais lui montrer, enfin bref, tu vois, tu pars dans un truc épouvantable.
Et la deuxième mauvaise manière d'obtenir que quelqu'un fasse quelque chose, c'est de lui dire « je vais t'expliquer comment tu vas faire parce que je suis plus expert que toi dans ton domaine et donc tu vas faire comme moi je te dis ». C'est une très mauvaise manière de modifier le comportement de ton collaborateur parce que ça signifie que tu devras toujours être meilleur que lui. Or, le but d'un chef, c'est que ses collaborateurs soient meilleurs que lui dans son domaine particulier. Parce que sinon, tu vas toujours recruter des gens moins bons que toi, et dans ton équipe, tu seras l'esclave de ton équipe, puisque c'est toi qui auras toute l'expertise. Et donc, toute ton équipe va dépendre de toi, et c'est invivable. Moi, aujourd'hui, j'ai mon téléphone n'a pas sonné, ça fait, tu vois, je vais dans mes entreprises 1 ou 2 fois par semaine, mon téléphone sonne pas, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils le font mieux que moi, donc pourquoi ils m'appelleraient pour me demander comment il faut faire? Voilà. Juste pour expliquer pourquoi tu peux pas avoir ce mode, tu dois modifier le comportement de tes collaborateurs pour obtenir un objectif qui est celui de l'entreprise, mais sans forcément leur dire ce qu'ils ont à faire, mais en leur expliquant les objectifs et en les remettant dans le cadre quand leurs comportements sont divergents par rapport à ces objectifs. Donc oui, un manager, il influence le comportement de ses collaborateurs. Et tous les mots sont importants, c'est influence, c'est-à-dire qu'il c'est un mode d'action sur l'autre qui est peu violent et qui est plutôt doux, soft, et comportement. C'est-à-dire que tu ne vas pas influencer la manière dont ils pensent, parce que tu n'es pas un psy, parce que d'ailleurs, nous-mêmes, on ne sait pas toujours très bien ce qu'on pense. Par contre, ce que tu vois, c'est leur comportement. Donc ça, tu peux agir dessus. Tu peux agir que ce que tu vois. Le comportement, tu le vois. La pensée, tu ne la vois pas, tu l'imagines et souvent tu te trompes. Donc, tu vas influencer leur comportement. Comment on influence quelqu'un pour qu'il nous fasse de la performance? De 2 manières. En renforçant ses comportements positifs, c'est-à-dire en disant, bah là, top, bravo, continue. Et en ajustant les comportements non positifs, pour pas dire négatifs. Là, quand tu fais ça, ça va pas, il faut que tu changes. C'est ça un feedback finalement. C'est donner une information sur ton collaborateur, sur son comportement, pour l'aider à s'améliorer. Un reflet. Voilà. Un reflet. Un reflet du comportement que tu as observé. Tu lui tends un miroir. Et les jeunes managers, en général, ils ont peur de faire ça. C'est-à-dire, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi si je lui fais des reproches? Et le mot, c'est qu'il ne faut jamais faire des reproches à son collaborateur. Il faut leur faire un feedback d'ajustement. Au feedback négatif, c'est pas la même chose. En fait, pourquoi est-ce qu'on a peur quelquefois de parler à notre collaborateur? Parce qu'on se dit, il va pas apprécier, et du coup, il va pas m'aimer, ou bien... En fait, on est dans l'ancien système qu'on a appris peut-être à l'école, de sanctions-récompenses, qui est très infantilisant. Tu fais quelque chose de bien, je te donne un sucre, tu fais quelque chose de mal, je te donne une claque. Nous, on va pas faire ça. Nous, le système de punition-récompense, en fait, il regarde le passé et il sanctionne, positif, négatif, le passé. Le système de feedback, il regarde ce qui s'est passé et il regarde l'avenir. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que quand tu fais du feedback à un collaborateur, tu lui fais confiance. Tu lui fais confiance dans sa capacité, à évoluer. Donc, faut vraiment comprendre ça parce que ça facilite le passage à l'action. Mais le passage à l'action n'est pas toujours évident. Donc moi, j'aime bien avoir une trame. Et moi, la trame qu'on m'a apprise et que j'utilise toujours, qui fonctionne très très bien, c'est 4 étapes. Première étape, puis-je te faire un feedback? Deuxième étape, je cite les faits. Troisième étape, je décris l'impact. Quatrième étape, je formule ma demande. Si vous faites un feedback sans formuler de demande, c'est pas clair que votre collaborateur doit changer son comportement. Donc, je te fais les mots que tu peux utiliser pour faire un feedback, c'est PC, est-ce que je peux te faire un feedback? Soit tu me dis oui, soit tu me dis non, mais pourquoi je pose la question? Ça peut ne pas être le bon moment pour moi parce que je suis super pressé ou ma tête est remplie de choses, puis... Exactement. Donc, les feedbacks, tu peux les faire d'ailleurs en dehors du 1-1, ça peut se faire entre 2 portes, etc. L'idéal, c'est au 1-1 parce que ton collaborateur peut pas difficilement te dire, bah non, il est en face de toi, voilà. Mais je conseille de poser la question. Alors souvent, on me dit, quand je fais faire l'exercice à des
à des cadres, on me dit, bah ouais, mais s'il me dit non. Bah, s'il vous dit non, Cool. vous lui dites OK, puis vous repartez. Et ça veut dire que la confiance est là. Oui, S'il te dit non. déjà, il ose vous dire non. Et alors, ils me disent, bah oui, mais si à chaque fois que je lui demande, il me dit non. Ah, ça, je dis, c'est très rare. C'est peut-être 1 pour 1000 des cas. Donc, je pense qu'on va éviter de s'attarder trop là-dessus. Mais parce qu'en général, tu vois, si je viens de voir et puis je te dis, PC, je pourrais te faire un feedback, puis que tu me dis non, je sais que c'est toi qui vas revenir vers moi. Parce qu'à un moment, tu vas me dire, mais au fait, l'autre fois, qu'est-ce que tu voulais me dire? Parce que ça va nous titiller, etc. Et puis, je dis, quand vraiment quelqu'un refuse les feedbacks, à un moment, tu lui dis, ça fait plusieurs fois que tu refuses mon feedback, là on est en un, je vais te faire le feedback. Et le feedback que tu vas lui faire, c'est pourquoi il accepte jamais les feedbacks. Parce qu'un collaborateur, je vais être très clair, hein, faut pas non plus, c'est pas le monde de Candy, un collaborateur qui accepte pas tes feedbacks, la relation ne peut pas perdurer. Il va falloir qu'il les accepte ou il va falloir qu'il sorte de ton équipe. Parce que c'est pas possible. Il te refuse ton rôle de manager quand il fait ça. Donc, première question, vraiment, on pose la question parce qu'on veut ouvrir le canal de communication, que si le canal de communication n'est pas ouvert, ça sert à rien, en fait. Finalement, il va rien se passer. Deuxième étape, tu vas citer un fait, quelque chose qui s'est vraiment passé, pas un jugement. Donc, faut s'entraîner à ça. Moi, dans ma méthode, pas un feeling ou quelque chose, je suis pas vraiment sûr de c'est quelque chose d'observable, quelque chose de concret, là, qui s'est passé. Absolument. Pas quelque chose que tu as entendu, que quelqu'un t'a dit qu'il a pensé que... Alors ça, on peut en parler, parce que quelquefois, tu vois, moi, par exemple, je vais pas dans mes entreprises. Donc, quand je dois faire un feedback à quelqu'un, j'ai rarement vraiment assisté à ce qui s'est passé. Mais on va prendre le cas simple. Ouais. Et donc, tu vas commencer ta phrase, qui m'aide beaucoup, moi, quand je dois préparer un feedback. Mes feedbacks, je les prépare, hein. C'est-à-dire que je fais très attention à la forme, je te dirai pourquoi après. Et je commence ma phrase par « quand tu ». Quand tu dis « quand tu » au début d'une phrase, c'est difficile derrière de mettre un truc flou, ou qui n'y arrive jamais, ou presque pas, ou qui... Voilà, quand tu es fainéant, ça sonne mal. Quand tu es, colérique, ça sonne mal. Par contre, quand tu élèves la voix dans la réunion d'équipe comme ce matin, c'est un fait, ça s'est passé. Tu l'as entendu, tout le monde l'a entendu. Quand tu es désagréable, tu pourrais le dire, c'est pas bon. C'est pas un fait être désagréable. C'est qu'est-ce qu'il a fait exactement. C'est ton observation, ton interprétation de. Voilà, faut pas interpréter quelque chose. Parce qu'en fait, ton interprétation, elle vient après. Dans l'impact. C'est là ta valeur ajoutée de manager. Qu'est-ce que tu veux, toi? En tant que manager, c'est créer du R. Tu veux créer les deux R. Donc en fait, tu vas faire un feedback que quand ça concerne quelque chose qui impacte les deux R ou un des deux R. Et donc la suite, c'est la troisième étape. Voilà ce qui se passe. Donc je te le fais. PC, est-ce que je peux te faire un feedback? Oui, je suis disponible. Quand tu hurles en réunion sur Sylvie, comme ce matin, voilà ce qui se passe. Tu mets une super mauvaise ambiance dans l'équipe. Et ensuite, moi j'ai un mal fou à faire travailler les gens. Donc tu vois bien, l'impact, il n'est pas tout à fait chiffré, etc., etc. Mais il est bien réel, ça a un impact sur mon management. Et donc, quatrième étape, PC, peux-tu, s'il te plaît, changer ce comportement à l'avenir? Et c'est tout. Ça a duré quelques secondes. Pourquoi ça a duré quelques secondes? Parce qu'en fait, si ça dure trop longtemps, c'est traumatisant pour celui qui reçoit le feedback. Et finalement, il n'entend pas ce que tu lui dis. Pareil si c'est fait sur un ton violent. Pareil si c'est fait avec des insultes. Pareil si c'est fait en public. En fait, le feedback, c'est low impact. C'est soft. C'est un truc que tu dois presque pouvoir dire en souriant. T'es pas en frontal avec la personne, etc. Ça doit durer quelques secondes. Alors souvent, quand je dis ça, on me dit, bah ouais, mais quelques secondes, tu crois que le mec, ça va complètement y changer, etc., etc. Bah je dis, je sais pas. Bah oui, mais qu'est-ce qu'on fait s'il change pas? S'il continue à hurler en réunion? Bah je dis, on refait un feedback. Oui, mais s'il change toujours pas, bah on refait un feedback. Oui, mais s'il change toujours pas, on refait un feedback. En général, à la troisième fois, tu commences à voir son comportement changer. Si, au bout de 5 fois, son comportement n'a pas changé, tu vas lui faire un feedback sur le fait qu'il n'écoute pas tes feedbacks. Ça s'appelle un feedback systémique. Mais là, on commence à rentrer dans du détail. En général, quand tu gardes le cap, la personne, au bout d'un moment, elle se dit, bon, ça fait 4 fois qu'il me le demande, je vais essayer quand même. Deuxième question que tu pourrais avoir, c'est, ouais, mais si j'ai du pushback, si la personne me dit, on va prendre un exemple.
On va prendre un exemple. En fait, finalement, j'ai Sylvie qui m'a appelé tout à l'heure, qui m'a dit, moi, j'en peux plus. PC, il hurle, il est méchant avec moi. Voilà, elle m'a dit, il est méchant avec moi. Bon, qu'est-ce que je fais? 1, j'ai pas assisté à la scène. 2, ce qu'elle me dit, c'est pas un fait. Je peux pas faire un feedback, il est méchant. Ok, il est méchant, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, premier réflexe, ok Sylvie, calme-toi, je vais t'écouter, mais ce qu'il faut que tu me dises, c'est que tu me décrives exactement ce qui s'est passé. Bah voilà, c'est pas la première fois que ça se passe, mais en réunion, il est arrivé, puis à un moment, j'avais fait une proposition sur tel sujet, et puis il a commencé à me contredire, et puis il est monté dans le ton, et il m'a dit, mais t'es vraiment blonde, c'est pas la première fois que j'ai remarqué que t'as un QI. Voilà, il a cité tout ça. Donc là, tu commences à avoir des faits, tu peux commencer à faire un feedback. Maintenant, est-ce qu'il faut faire un feedback quand t'as pas assisté à la scène? Oui, bien sûr. Si tu as confiance dans la personne qui t'a rapporté les faits. Si t'as pas directement confiance, tu peux demander à une autre personne. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est que tu sois à peu près sûr de ton coup. Maintenant, imaginons, je te fais le feedback, quand tu élèves la voix sur Sylvie, celui que je viens de te faire, puis tu me dis, mais non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça s'est pas passé. C'est faux. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Ok, PC. T'as sûrement raison. J'ai dû me tromper. C'est tout. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, on a passé l'information, on a fait le feedback. C'est ce qui nous intéressait, c'était de faire le feedback. Que la personne ait un réflexe de pushback, ça peut arriver. Elle est gênée, elle trouve que c'est pas juste, etc. Mais toi, t'as passé ton info. Est-ce que PC, derrière, il va continuer à crier? Je suis pas sûr. Il va se dire, bon, là, faut que... Peut-être il va continuer. Et qu'est-ce que tu feras? Bah, tu referas un feedback. Et s'il dit, ah non, à nouveau, je te dis, ça c'est pas dit. Ok, j'ai encore dû me tromper. En fait, ce qu'il faut faire, c'est tout faire pour que le feedback soit court. Et moi, quand j'ai du pushback comme ça, et que mon collaborateur me dit, mais non, c'est pas vrai, je suis pas arrivé en retard, mais non, c'est pas vrai, ou qui se justifie, oui, je suis arrivé en retard, mais ma mobilette, elle est tombée en panne, et ensuite, mon chien s'est échappé, et j'ai dit, ok. Je dis, c'est bon, merci, on passe à autre chose. Je coupe. Ça sert à rien de focus comme ça, parce qu'en fait, ça va faire monter les enjeux, et c'est pas ce que tu veux. Et tu auras toujours, je répète, le 1 à 1, tu peux en louper un, enfin louper dans le sens que tu décrivais, ça ne veut pas le faire dans la forme, c'est pas grave, il y en aura un autre la semaine prochaine. Et si PC, il continue à hurler en réunion, je en reparlerai la semaine prochaine, et la semaine suivante, et la semaine suivante, etc. C'est ça qu'il faut comprendre. La puissance de l'outil, et ça c'est une règle en management, le management, c'est la répétition qui marche. C'est pas la rage, c'est pas la colère, c'est pas la pression. Ce qui marche, c'est régulièrement, on remet les gens sur la route tranquillement, et en fait, ça fonctionne beaucoup mieux. C'est un peu, en fait, on aimerait bien voir le management comme une autoroute, un truc tout droit où on fonce tous à 140, 130 en France. En fait, c'est pas ça le management. On sait qu'on veut aller là-bas, mais la route est pas droite. Ça n'existe pas, les performances en ligne droite. C'est fait comme ça, une performance. Ouais, faut que je ralentisse, faut que je prenne ce virage, j'ai un obstacle, etc. Le management, il doit suivre le truc. En fait, toi, ce qui compte, c'est que les gens restent sur la route. Et en fait, même sur une route droite, je sais pas si t'as remarqué, quand tu tiens ton volant, quand tu conduis, tes mains sont pas comme ça, Tes mains font ça, T'es toujours en train de faire des micro-évolutions. Le 1 à 1, le feedback, c'est pareil. C'est au lieu de me retrouver dans le fossé avec toute la voiture cassée, la carrosserie à refaire, c'est-à-dire avoir complètement foutu en l'air ma relation avec mon collaborateur, non, je le remets régulièrement sur la route, on se recadre régulièrement, et puis du coup, c'est serein, et ça fonctionne comme ça. Alors évidemment, l'exemple que j'ai donné, c'est un exemple de feedback négatif. Souvent, je commence par celui-là parce que c'est le réflexe. Quand on m'écoute, on me dit, bah oui, il y a tel collaborateur, il fait pas bien comme, donc j'ai. C'est ça. Et en fait, c'est pas par celui-là qu'il faut commencer parce que, évidemment, c'est le plus dur. Il faut commencer par le positif. Donc, un feedback positif, c'est exactement les mêmes étapes. Sauf qu'au lieu de décrire un comportement qui a un impact négatif, on va décrire un comportement qui a un impact positif. Exemple. PC, est-ce que je peux te faire un feedback? Eh ben, écoute, quand t'es à l'heure pour qu'on fasse le podcast, ça fait vraiment plaisir. Parce que c'est assez rare en fait aujourd'hui. Est-ce que tu peux continuer comme ça? C'est simple, ça mange pas de pain, et ça dit à ton collaborateur que tu n'es pas aveugle à ses efforts. Et souvent, c'est pas mal de commencer par ça. Ça veut pas dire que tu vas pas être exigeant avec lui, on va pas rester. Ça n'existe pas, des gens qui ont jamais besoin d'un petit correctif, etc. Mais finalement, justement pour construire cette confiance, le premier truc, une fois que tu as pris tes infos, puis que tu as bien fait connaissance avec la personne, tu vas trouver des choses qui te plaisent chez elle dans ce qu'elle fait. Donc, faut lui dire.
Si elle lui dit pas, elle est jamais sûre que ce qu'elle fait c'est bien ou pas. Maintenant, est-ce qu'il faut toujours lui dire que tout est bien? Non. Il y a une étude d'un psychologue, j'en ai parlé dans une vidéo, je me souviens plus du nom, qui a vu que, alors c'est pas dans la relation professionnelle, mais c'est dans la relation amoureuse. Il dit que des couples qui ont tout le temps des conflits, ils durent pas. Mais ils disent aussi que des couples qui ont zéro conflit durent pas non plus. Parce qu'en fait, on respecte un partenaire qui nous challenge, qui nous dit bah tu vois là ça pourrait être mieux. Et je pense que dans le monde professionnel c'est pareil. Moi j'attends de mon chef, j'ai plus de chef maintenant, mais j'attendais pas que des caresses. Je voulais aussi me dire tiens là tu peux t'améliorer, etc. Je le respectais pour ça. Mais faut pas commencer par ça. Si tu commences à faire que du feedback négatif à quelqu'un, ça peut casser la confiance. J'essaye de rouler le tape pour me rappeler un petit peu des étapes que tu m'as dit. Donc le feedback, quand on est dans ce one-on-one et qu'on est rendu à l'étape où on peut rentrer du feedback, donc une rétroaction avec son collaborateur. On va essayer de commencer par des choses qui sont plus positives pour renforcer des choses qu'on a vues qui sont des comportements souhaités, bénéfiques, etc. Puis ensuite, dépendamment, on peut aller vers des choses un petit peu plus d'ajustement, donc pas du négatif, mais des feedbacks d'ajustement. On veut toujours que le feedback soit court, donc on veut pas faire un feedback que ça dure 1 heure, ça peut diluer le message, la personne peut juste perdre le fil. On veut que ça soit court, que ça ait de l'impact aussi finalement, puisqu'on veut que ça soit promoteur de changement. Ce feedback doit être, il doit être orienté vers un des 2 R ou les 2 R. Donc ça doit avoir un impact sur le résultat ou sur la rétention ou sur les 2. Puis les étapes par lesquelles tu passais, la première c'est qu'on demande la permission. Donc moi la manière dont on m'a montré comment faire ça, c'est est-ce que c'est le bon moment pour te faire un feedback, ce qui fait que tu cadres la personne dans le temps et elle peut te dire j'ai pas le temps, je dois aller à une réunion, ou genre mentalement je suis surchargé. Le deuxième, c'est amener des faits, donc des choses observables. On essaye de s'éloigner de choses qui sont comme des interprétations ou juste ce qui pourrait être considéré comme un jugement ou un jugement de valeur de soi. On est des machines à juger, on est super. Ça c'est comme je pense mon cerveau il est comme tellement réglé sur le mode jugement que c'est à mon avis la partie la plus difficile à travailler, de sortir de ce mode de jugement là et d'expliquer finalement l'impact que ça crée. Donc que ça crée sur l'équipe, que ça crée sur la personne, sur soi. J'imagine qu'il faut aussi dans cette partie d'impact là montrer l'impact, mais un impact factuel et pas nécessairement un impact de jugement. Tu peux. Je veux dire, dans cette partie-là, t'es moins soumis à la contre. Je parlerai du cerveau tout à l'heure, si tu veux, pour complémenter ce que tu viens de dire sur le jugement. Mais effectivement, tu peux dire. Moi, j'ai déjà dit des choses parce que quand tu fais ça, tu me mets mal à l'aise, tu vois. Parce que c'est un fait, je me sens mal à l'aise. Par contre, dire t'es un fainéant donc tu me fais mal à l'aise, ça fonctionne pas. Tu vois, dans la deuxième partie, je suis d'accord avec toi. D'une manière générale, si tu peux rattacher ça à un des 2 R du management, c'est l'idéal. Par exemple, récemment, on m'a dit, voilà, j'ai une standardiste et je suis très gêné parce que elle a un anneau, je sais plus, dans l'oreille ou dans le nez, je me souviens plus, ou ici, je sais pas quoi, et j'ose pas lui dire. Et je dis, mais est-ce que ça a un impact sur les 2 R du management? Parce que si elle trouve ça très beau, toi ça te gêne, peut-être des raisons culturelles ou je sais pas, mais finalement, est-ce que c'est gênant et en fait, il me dit est-ce qu'elle fait moins bien son travail avec un anneau dans le nez? C'est ça. Et en fait, il m'a dit non, t'as raison, je vais pas lui faire de feedback parce que par ailleurs, elle est très bien. Tu vois. Mais il aurait pu dire oui, j'ai eu des clients qui m'ont fait des réflexions. Tu vois. Je veux dire, on peut après, voilà. Mais ok, je veux pas. C'est un détail ce que je suis en train de dire. D'une manière générale, là où tu dois être très factuel, c'est dans le comportement que tu décris. On décrit le comportement, on cite l'impact que ça a eu, puisque c'est quelque chose sur du passé mais court, puisqu'on a la chance de pouvoir le faire chaque semaine. Et surtout, ne pas oublier le 4e élément, on s'arrête pas juste à voilà ce que s'est passé, c'est qu'est-ce qu'on aimerait voir
qui s'améliore dans le futur. Donc, si c'est de l'ajustement, le comportement qu'on veut voir ajusté. Puis si j'imagine que si c'est quelque chose de bénéfique, c'est comment est-ce que on veut voir ces choses-là se répéter dans le futur. Tout à fait. En fait, ça dépend aussi de la maturité de la relation que tu as avec la personne. L'idéal, c'est de lui dire, peux-tu changer ce comportement? Sans lui donner ta méthode et ta formule, parce qu'en fait, en faisant ça, tu lui donnes une solution qui est peut-être pas idéale pour elle. Toi, ce qui t'intéresse, c'est que l'impact change, que le comportement change, la manière dont elle va le gérer et comment elle va faire. Imaginons, on va prendre un exemple simple, quelqu'un qui est tout le temps en retard, tu vas le laisser trouver une solution par rapport à son retard. Après, si tu te rends compte, si tu refais le feedback, la personne te dit, ouais, mais en fait, je suis en retard parce que j'ai un vrai problème, c'est celui-là. Alors là, on rentre dans l'autonomie presque, hein, et tu vas lui dire, oui, c'est embêtant. Et tu vas lui dire, qu'est-ce que tu vas faire? Plutôt que lui dire, il faudrait que tu fasses ça. La question, quand un collaborateur doit trouver un problème, quand il t'amène un problème, c'est jamais, la réponse, c'est toujours une question. Écoute, boss, j'ai un problème, c'est ça. Bon, c'est embêtant, qu'est-ce que tu vas faire? Justement, je viens de voir pour... j'ai dit, ouais, mais qu'est-ce que tu peux faire? Le ping-pong. Essaye de pas prendre les problèmes de tes collaborateurs. Juste un truc sur le cerveau que tu as dit, qui est tout à fait juste. Notre cerveau, c'est une machine à juger. Et c'est logique, hein. C'est vraiment notre manière de fonctionner qui est ancestrale. C'est que quand on se baladait à poil dans la jungle et qu'on avait juste un petit caillou pour se défendre, il fallait qu'on juge très très vite notre environnement toutes les menaces possibles qui sont autour de nous. Hein. Voilà. Donc notre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il perçoit 200 informations à la seconde. Il se passe ça, il y a ça, il y a ça, il y a ce bruit-là, il y a cette voiture, il y a ce machin, il y a ce truc. Sauf que toi, t'en as pas la conscience. En revanche, il te délivre très très vite un jugement. Ce mec-là, ça va pas. Ce mec-là, il est fainéant. Ce mec-là. Et en fait, c'est ça le truc avec le feedback, c'est de surtout pas laisser parler ton cerveau primitif, d'accepter le jugement en disant si mon cerveau me dit ça, c'est quand même qu'il y a un truc. Donc, qu'est-ce que c'est le problème? J'ai ce sentiment. J'ai l'impression que cette personne, elle est agressive, par exemple. Oui, mais qu'est-ce qui me donne ce sentiment? Je l'ai vu crier en réunion. Puis une autre fois, il m'a répondu ça. Puis son vocabulaire, c'est ça. Et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et donc, tu vas faire une espèce de faisceau de comportements qui ont amené ton jugement à déterminer, ton cerveau à amener le jugement. Mais quand tu vas aller voir la personne, tu vas surtout pas lui parler du jugement. Tu vas lui parler des comportements. Tu vas essayer de prendre le plus emblématique, d'ailleurs. Je l'ai pas dit tout à l'heure, je voulais pas t'interrompre. Quand tu cites des faits, faut pas en citer trop. Faut essayer d'en citer 1, 2, maximum 3, mais vraiment max. Et que ce soit vraiment des trucs, très significatifs. Parce que si tu délivres le jugement comme ça, qu'est-ce qui fait la première réaction? Moi, tu me juges, je te dis non, c'est pas vrai. Tu me cites un fait, je suis tenté de dire non, mais le fait, il a eu lieu. Et oui, j'ai fait ça, mais c'est parce que... Ok, je me suis peut-être trompé, en fait. Je m'alerte pour rien, merci de me le dire. Mais voilà, t'as passé ton feedback. Le but, c'est de passer le feedback. Hein. Le but du feedback, c'est pas de modifier le comportement, c'est de passer un message en espérant qu'il va modifier son comportement. C'est pas la même chose. C'est pas du jour au lendemain. Bon, et après, ne soyons pas naïfs, la personne qui continue, à un moment, le moins possible, mais dans 5% des cas, tu vas devoir sortir le pouvoir hiérarchique. Mais le moins possible. Alors, ce qui est bien avec le feedback, moi j'aime bien les outils que plus tu les utilises et plus ils sont efficaces. Le pouvoir hiérarchique, c'est l'opposé. Plus tu l'utilises, moins il est efficace. Si tu es toujours en train de violenter tes collaborateurs, tu devras devenir de plus en plus violent. Et ça marchera de moins en moins parce qu'ils vont tous se dire, mais qu'est-ce qu'il a besoin d'être comme ça? C'est qu'il n'est pas sûr de lui, c'est qu'il n'est pas légitime, etc. Alors que le feedback, non. Le feedback, le top, c'est qu'il y a un moment, tu vas bien voir tes collaborateurs, il va y avoir un moment crucial. Il va y avoir un moment où tu vas dire à PC, est-ce que je peux te faire un feedback? Ouais, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire que j'ai crié en réunion et machin. Ouais, je le sais, excuse-moi. Et là, t'as gagné, en fait. T'as gagné parce que ça veut dire que vous êtes enfin en phase. C'est-à-dire que tu es en train de lui donner le pouvoir de changer et t'as plus besoin de dire tant de choses que ça pour qu'il soit bien dans la culture. Et c'est un gros mot, hein, la culture d'une équipe. Mais c'est un mot super important.
de plus en plus important. La culture d'une équipe, c'est comment on travaille ensemble. Et plus tu dois intervenir pour que les gens sachent travailler ensemble, moins ta culture est établie. Ça veut dire que tu dois faire des efforts pour qu'ils travaillent ensemble, tu dois forcer les choses. Le jour où tu as réussi à l'aide de feedback, à l'aide de petits trucs, etc., de mise en autonomie, à ce que ça se passe sans que tu sois là, tu as gagné. Le bon management, c'est le management qui se constate quand le manager est absent. Moi, je vais dans ton équipe. Si quand tu es là, tout se passe bien, mais quand tu n'es pas là, c'est le foutoir. Je vais te dire, bah non, il manque une case, là, ton management. Ça marche pas. Ouais. Et donc, en fait, la définition de la culture que j'aime bien, moi, c'est la culture est la somme des comportements. Ça veut dire que la culture, en fait, finalement, c'est parce que tu décides. C'est ce qui se passe, pas la même chose. T'as beau dire, ouais, moi, je veux que les gens collaborent, je veux que, je sais pas, ils soient super performants, qu'il y ait beaucoup de créativité. Ça, c'est ce que tu veux. C'est la culture que tu veux. La vraie culture, c'est la somme des comportements qui se passent dans ton équipe. Une fois que tu es bien au clair sur comment tu veux que ça se passe dans ton équipe, alors tu peux faire les feedbacks sur les comportements qui se passent dans ton équipe et qui sont pas raccord avec la culture que tu veux. Et donc, on voit bien que le feedback, lui aussi, va évoluer. Au début, il va être sur des trucs super presque détails, je devrais pas dire ça, mais des choses évidentes, le mec qui est en retard, le mec qui gueule en réunion, etc. Puis après, ça va se faire sur des choses qui sont cruciales, mais qui sont beaucoup plus de l'ordre de non, mais chez nous, on travaille pas comme ça. Tu te souviens, on avait dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est là où je dis, je préfère très très largement, parce que je sais que ça marche, la méthode bottom-up. Je crée la confiance, je fais des feedbacks, je crée l'autonomie, j'ai une culture qui émerge, j'agis sur cette culture, que la méthode des consultants qui marche pas. On va décider une culture tous ensemble, on va faire une culture machin, et maintenant la culture c'est ça. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, etc., etc. Moi je crois beaucoup plus à part de la base, les 2 R du management, etc., et remonte vers la culture. Après, tu peux refaire du descendant, mais pour moi, le management, c'est toujours ce qu'on démarre par les fondations. La culture, c'est pas encore les fondations, c'est la confiance, les fondations. Puis du coup, tu vas recruter des gens de mieux en mieux parce que tu sauras ce que tu attends d'eux dans le détail, tu seras capable de décrire la culture, tu seras capable de dire, vous savez, lui, il est super expert, les gars, mais on va pas le prendre. Vous savez pourquoi? Bah ouais, il travaille pas comme nous, il a pas les mêmes valeurs. Bravo, on le prend pas. Merci beaucoup. Écoute, c'était très riche. Je suis super intéressé à savoir, outre le podcast que tu avais mentionné au début, si tu as été inspiré par peut-être d'autres lectures que tu voudrais partager ici. Est-ce qu'il y a des livres ou des choses qui t'ont inspiré dans cette voie-là? Je peux te dire un des derniers livres qui m'a vraiment inspiré, mais de manière très fondamentale dans la manière de gérer mes business, mais qui a aussi des répercussions sur la manière de gérer une équipe, mais même de me gérer moi-même, c'est Antifragile de Nassim Taleb. Alors c'est pas du tout un bouquin de management, c'est un gros pavé, mais c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que le grand principe, qu'est-ce que c'est que quelque chose d'antifragile? En fait, Nassim Taleb, il s'est posé la question, il s'est dit c'est quoi le contraire de solide? Et tout le monde répond fragile. Et lui il répond non, ou plutôt c'est quoi le contraire de fragile, pardon? C'est solide. Et lui il dit non. Encore au-dessus, il y a antifragile. Donc, c'est quoi la différence? C'est ce verre, là, tu vois, il est solide. Si je le fais tomber, il casse en 1000 morceaux. Donc, en fait, il est fragile, finalement. Par contre, je sais pas, je prends cette bouteille ou cette pierre. Si elle tombe, elle n'est pas modifiée par la chute. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, elle était solide. Ce qui serait antifragile, c'est quelque chose que je laisserais tomber et que la chute renforcerait. Autrement dit, nos entreprises, il ne faut pas qu'elles soient fragiles, évidemment, parce que s'il y avait une crise, elles seraient balayées. Mais est-ce qu'il faut qu'elles soient solides? Si elles sont trop solides, si elles sont trop normées, si elles sont trop sûres d'elles, si elles sont trop dans l'affirmation, dans la prévision, dans la contrainte, etc., finalement, elles ne vont pas s'adapter à leur environnement. Et ce qui va se passer, c'est qu'un jour, elles seront devenues fragiles. Et il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, la crise du Covid en est un exemple, qui ont été complètement balayées alors que c'était des entreprises qui nous paraissaient solides. Et de plus en plus, moi je pense que le rôle du chef d'entreprise et du manager, c'est d'inculquer à ses collaborateurs
comment acquérir cette antifragilité. C'est tout simple, l'antifragilité, hein. Enfin tout simple. À dire, c'est facile. À faire, c'est plus compliqué. C'est de s'adapter en permanence à son environnement. Et ma croyance fondamentale, c'est que tu ne pourras avoir une entreprise qui s'adapte à son environnement que si tu obliges tes collaborateurs, entre guillemets, si tu laisses tes collaborateurs s'adapter à leur environnement. Pour ça, il faut qu'ils soient capables de remettre en question les procédures, il faut qu'ils soient autonomes, il faut qu'ils comprennent ce qui se passe sur le marché pour pouvoir s'adapter. Et donc, c'est plutôt pour moi, lire ça, moi je le sentais depuis longtemps, et j'ai toujours eu un problème par rapport à la notion de vision. Moi, à chaque fois qu'on me disait, mais c'est quoi votre vision à 5 ans? Je disais, à 5 ans? Je sais pas, moi. Je sais pas ce qui va se passer dans 5 ans. Comment voulez-vous que je vous dise, dans 5 ans, on sera comme ça, comme ça, comme ça. Je dis, j'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que dans 5 ans, je veux qu'on soit encore là. Et donc, je vais entraîner mes équipes pour me dire ce qu'il faut qu'on fasse pour être encore vivant demain. Finalement, j'ai échangé la vision, peut-être très précise qu'on est censé avoir en tant que chef d'entreprise, par une vision très fondamentale, qui est, moi, ma vision, c'est qu'on survive. Et en fait, un être humain, c'est ça. Tout est bâti, c'est pour ça qu'on est toujours là, hein. Finalement, on est des êtres antifragiles. Donc la différence entre quelque chose de solide et quelque chose d'antifragile, je pense que l'antifragile, il est humain. Ou plutôt, il est vivant. Il s'adapte. C'est-à-dire que, tu vois, il fait beau aujourd'hui, je suis blanc comme un cachet d'aspirine. Si je sors et que je me protège pas et que je reste 20 heures exposé, je vais brûler. Parce que je suis fragile. Par contre, si je sors 1 heure aujourd'hui, 2 heures demain, 3 heures après-demain, que je m'expose à mon environnement, je vais bronzer. Je vais m'adapter. Je pense qu'une entreprise, une équipe, tout ça, elles doivent s'adapter. Et donc, antifragile, c'est philosophique, c'est un gros pavé, etc. Mais il y a plein de sources comme ça, d'idées pour faire évoluer ton équipe, en fait. Ensuite, si on a envie d'en savoir un petit peu plus sur les outils que tu développes, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Alors, il y a 2 trucs très simples. C'est le podcast, donc outils du manager sur toutes les applis de podcast. Dedans, qu'est-ce que je fais? Je donne des techniques fondamentales, surtout dans les premiers épisodes qui sont toujours en ligne. Je donne mes réflexions aussi régulièrement chaque semaine. C'est pas toujours autant activable, mais pour que les gens aient des déclics. Puis c'est pas mal aussi avant d'aller au boulot, tu sais, un peu se mettre dans l'ambiance, mais tu connais ça. Et puis je reçois aussi des experts dans différents domaines. Donc il y a le podcast, outils du manager. Et puis après j'ai mes mails privés, donc c'est un truc que j'écris tous les jours pour donner des déclics, pour dans le même esprit, mais où je creuse un peu plus certains sujets, c'est-à-dire que je fais quelquefois des séquences complètes sur comment, je sais pas moi, sur le recrutement ou des choses comme ça. Et ensuite, on a des formations en ligne qui permettent vraiment d'aller, de passer à l'action. Moi, je pense que il y a le déclic. Peut-être il y a des gens aujourd'hui, j'espère, qui nous ont écoutés, qui ont eu des déclics. Après, la mise en action, c'est pas mal si on est accompagné. Mais disons que pour un petit peu avoir une introduction, puis voir si on est sur la même longueur d'onde, etc. L'idéal, c'est le podcast et les mails privés. Sinon, il y a un autre bouquin, tu m'as demandé, que j'aimais bien, tu en as parlé, j'aime beaucoup les bouquins de Lencioni. Donc, les 5 dysfonctions d'une équipe, je crois que le titre en français, c'est pas tout à fait ça, mais c'est vrai que c'est ce qu'il dit, c'est vraiment pas. Moi, j'ai vraiment lu beaucoup de bouquins, j'ai pas trop de références exactes sur où on pourrait trouver tout d'un coup sur les... Si, alors, ce que vous pouvez télécharger sur mon site, c'est un petit livre que moi j'ai écrit, mais c'est un tout petit livre, hein, ça se lit en 30 minutes, qui s'appelle Manager essentiel, management sans bullshit. Et dedans, tu as les différentes étapes, mais qui sont un peu plus détaillées, qu'on a évoquées aujourd'hui. Cool. On va mettre tous ces liens-là dans la description de l'épisode pour ceux qui sont intéressés à faire la suite. Cédric, on arrive bientôt à la fin. Ouais. Est-ce que tu me permets de te faire un feedback? Avec plaisir. Alors, j'essaye, hein, ok? Voilà, c'est bon. Quand tu me donnes autant de temps que ça, la suite, c'était... Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Donc, quand tu me donnes autant de temps que ça, voilà ce qui se passe, je me sens important. Donc, merci. Et n'hésite pas à le refaire avec d'autres personnes. Avec plaisir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour un dernier épisode de collaborationsoft.com. On se retrouve dans quelques semaines pour un nouveau podcast avec un nouvel invité mystère. Retrouvez les liens dans la description des ouvrages et des références que Cédric nous a partagés.
et aussi sur la newsletter collaborationsoft.com. À très bientôt. Des bisous. Voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a donné envie d'aller plus loin et de mettre en place un vrai système de management dans ton équipe. Si c'est le cas, n'hésite pas à suivre le lien en descriptif du podcast. Tu auras mes recommandations précises pour mettre ce genre de management en place. Je te dis à très bientôt.